De l'actualité, la résistante et artiste franco-américaine Joséphine Baker entrera au Panthéon le 30 novembre prochain. Ce sera mardi. La cérémonie sera évidemment présidée par Emmanuel Macron. Bonjour. Jean-Claude Bouillon-Baker, vous êtes le fils de Joséphine Baker qui a eu 12 enfants adoptés. On en parlera sur cette envie pour elle de reconstituer un monde de paix avec des enfants venus du monde entier. Vous en faites partie, vous êtes le 5e ou le 6e enfant de Joséphine. J'ai une question très basique. On dit Joséphine Baker ou Joséphine Baker? J'allais vous répondre, justement. Parce que vous avez dit Joséphine Baker, elle disait tout le temps Joséphine Baker. Ce qui voulait dire à quel point elle était attachée à la France, son nouveau pays d'adoption. Donc, et je reprenais très gentiment les journalistes. Baker? Non, Baker. Écoutez, je pourrais dire avoir été reprise par son fils et je ne ferai plus l'erreur parce que c'est resté, c'est vrai, un petit peu pour américaniser cette danseuse, chanteuse qui a rendu Paris folle pendant des années et qui aujourd'hui est aussi une résistante qu'on va donc honorer. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez appris que votre maman allait être panthéonisée? Vous savez, c'est une grande émotion qui est en train de monter, évidemment, qui va culminer ce jour-là, c'est-à-dire mardi. Il faut remercier et saluer l'audace quand même du président de la République. Je pense aussi que c'est un moment, le moment est idéal, bien choisi, parce qu'on est dans une société un peu crispée, un peu clivante, et honorer une femme comme ça, installer un symbole de tolérance dans le sein sacré de la République, je pense que ça va donner à réfléchir à beaucoup de gens, et ça va aussi dévoiler tous les aspects très positifs et un peu méconnu de son existence. Alors regardez la une de Libération aujourd'hui, le Panthéon à Baker ouvert, icône féministe et antiraciste, pour rejoindre ce que vous venez de dire, symbole éternel de liberté dans une France où ses valeurs sont aujourd'hui mises à mal. Joséphine Baker sera donc célébrée mardi et c'est la première femme noire qui va entrer au Panthéon. Alors voilà la photo qu'a choisie Le Quotidien. Et vous, dans votre livre qui est réédité, et qui s'appelle « Un château sur la Lune », dédié à votre maman. C'est pas par cette photo que vous allez commencer. L'une des photos marquantes de la fin de vie de Joséphine Baker, c'est l'une où elle est assise sur les escaliers du château où vous avez grandi, avec une couverture sur les jambes, une charlotte sur la tête. Elle est en train de se faire clairement virer. La France, en fait, ne va pas la soutenir sur ces derniers moments. Vous avez choisi de commencer sa biographie par cette image. Oui, je déroule, si vous voulez, le fil de sa vie. Et je commence par l'image la plus terrible, et je dirais même la plus infamante de son existence. Cette femme abandonnée sur les marches de sa maison, expulsée manu militari par 7 ou 8 personnes qui ont cassé la fenêtre, qui l'ont frappée, alors qu'elle avait entamé, je crois que j'ai appris par la suite que c'était finalement la première femme à avoir fait la grève de la faim, sans le savoir, à la bougie éclairée seule. Vous savez, ma mère, elle avait le sens du devoir, elle avait le sens de ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire. Et son idéal de fraternité, c'était ses Milandes. J'espère que c'est très visité aujourd'hui, le château. Je l'ai consacré à sa vie, sous forme d'un musée. Mais je pense que cette panthéonisation va accélérer et amplifier, si vous voulez, tous ces aspects. Voilà, on la voit à l'écran, vous voyez, c'est une femme qui a fait la guerre, qui s'est investie, qui a quitté la France au premier jour où la déclaration, qui a gagné quand même 5 médailles militaires, une noire américaine, naturalisée française. Croix de guerre, médaille de la résistance. Voilà. C'est immense, je veux dire, c'est quelque chose d'énorme. Et je pense pouvoir dire que son costume dont elle était le plus fière et qu'elle revêtait avec honneur pour la fois, c'était son costume militaire et non pas une robe de scène. D'ailleurs, elle avait mis, quand elle s'est rendue dans les années 50 pour soutenir les droits civiques aux États-Unis, parce qu'elle c'était aussi une femme engagée. Il faut rappeler qu'en fait, alors juste pour les faits, si on la voit comme ça en fin de vie, elle est ruinée. Dans le château de Milan où vous avez grandi, elle va se faire arnaquer en fait par tous ceux qui ont travaillé à rendre ce château habitable, qui était devenu aussi un lieu touristique à un moment donné. Et elle va être ruinée. Brigitte Bardot, qui aura dit Joséphine Baker, va essayer d'appeler les artistes à l'aide. Et puis ça ne suffira pas. Et finalement, elle sera, comme vous le dites, virée. Elle va, parce qu'en fait, elle a eu une ablation de l'utérus
dans les années 40. Ouais. Et 15 ans plus tard, elle décide de construire sa famille et d'adopter des enfants qui viennent du monde entier. Parce qu'elle avait cet idéal de fraternité. Après une enfance compliquée, Joséphine Baker, c'est une enfant qui a été très pauvre. Ses parents se sont séparés très jeunes. Son père est d'origine espagnole, sa mère est noire, métisse, me semble-t-il. C'est bien ça? Sa mère, Carrie MacDonald, donc, est ma grand-mère, de fait, est une femme qui descend vraiment quasiment de l'esclavage. Alors vraiment Noire indienne, c'est bien ça? Oui, avec sa sœur. Ils avaient du sang cherokee, quoi, si vous voulez, dans les veines. Vous savez, ce sont des mélanges, tout ça. Hein. C'est comme aujourd'hui, on dit afro-américaine. Ma mère, peut-être aujourd'hui, le dirait-elle. À l'époque, on ne parlait pas d'afro-américain. Donc, ce sont des racines qui ont été revitalisées par le temps, avec les époques. Et c'est normal qu'il y ait cette conscience politique des choses. En même temps, il ne faut pas l'enfermer dans une chapelle ou une autre. Ce n'est pas une féministe au sens théorisé du terme. C'est une humaniste, vous diriez, de votre mère ? C'est une mère? humaniste. C'est une femme qui est ouverte sur le monde. C'est une femme... Le seul regret, si vous voulez, que moi, personnellement, j'ai vis-à-vis des rencontres que ma mère a eues toute sa vie au plus haut niveau, c'est de ne pas avoir rencontré Nelson Mandela. Ouais, parce que Nelson Mandela rêvait d'une nation arc-en-ciel et elle a fait sa tribu arc-en-ciel. Exactement, dont vous faites partie. Ce château où vous avez grandi, c'est aussi un des endroits où elle a fait des actes de résistance. Ici, elle y cachait des armes, ici, elle y cachait des Juifs. Les Allemands sont venus toquer un jour à la porte. Vous racontez cette histoire dans votre ouvrage. Oui, mais vous savez, en tant que... Pour parler des Juifs, c'était notamment la famille de son ex-mari, Jean Lyon, donc qu'elle a caché. Vous voyez, elle avait une fidélité absolue avec les gens qui lui avaient prodigué du bien et une fidélité à vie. Et effectivement, elle est sortie et elle était très maligne parce que les Allemands ont dit qu'ils cherchaient un Mallory. Mallory, c'est le nom de la femme, la fermière du coin qui est ma marraine, figurez-vous. Et alors, elle a dit Mallory. Alors, elle a fait semblant de ne pas comprendre. Elle fait la mairie, c'est pas là, c'est à 5 kilomètres. En même temps, elle est allée chercher le petit Georges, qui était le fils d'Éloi. Il lui a dit va dire à ton père d'aller se planquer au maquis, etc. Enfin bon, ça a été toute une épopée. Mais son théâtre d'opération, c'est évidemment l'Afrique du Nord, puisque vous avez rappelé qu'elle avait été alitée quand même hospitalisée pendant 19 mois entre Marrakech et Casablanca, mais ensuite elle s'est relevée dès que les Alliés ont débarqué en Afrique du Nord, et à partir de là, elle est remontée jusqu'en Allemagne, quoi. De Gaulle, ça reste une grande figure pour elle. De Gaulle, c'est la figure historique, comme tous les gens qui ont suivi De Gaulle à ce moment-là, ils n'étaient pas si nombreux que ça. Et De Gaulle, c'est son chef de guerre, c'est celui auquel elle n'aurait jamais rien demandé. C'est pour ça qu'en 68, De Gaulle était très mal en point politiquement. Il avait voulu faire quelque chose pour Joséphine, mais elle a fait répondre au général De Gaulle « La France n'a pas à payer pour mes bêtises ». Ce qui est merveilleux, parce qu'elle avait été volée de tous les côtés et elle parlait de bêtises qu'elle-même aurait faites. Une grandeur d'âme, votre maman. Ce qui est étonnant dans votre ouvrage, je le rappelle, Un château sur la Lune, qui est réédité à l'occasion de la panthéonisation, elle s'est occupée de vous avec tout ce qu'elle avait à faire, avec tous les voyages qu'elle pouvait faire. On la voit dans sa cuisine avec ses 12 enfants, capable d'un amour incroyable, mais parfois d'être un petit peu dur quand vous vous chamaillez entre vous. C'est ce que vous racontez. Oui, mon dos s'en souvient, parce qu'effectivement, j'ai reçu un petit coup de tisonnier dans le dos. Mais j'explique. Parce que vous aviez été farceur sur le pays d'origine de votre frère. Voilà. Ça, votre mère, ça la chagrinait. Elle voulait que vous viviez dans un... Elle avait peur, je pense qu'elle se demandait... Évidemment, elle avait eu cette expérience d'enfant tout petit, adopté à l'âge de 2 ans. Pour donner un exemple de la fraternité, elle disait elle-même, c'est en voyant les soi-disant adultes que j'ai eu cette idée d'adopter les enfants. Mais évidemment... elle ne savait pas comment ces enfants allaient grandir ensemble. C'est-à-dire, est-ce qu'il y aura un moment, l'atavisme jouerait ou pas Et alors, elle vivait dans cette peut-être hantise secrète, si vous voulez, du reniement, tout simplement. Et du coup, dans l'enfance de l'âge, enfin l'enfantillage de l'enfant, évidemment, j'ai dit une bêtise. Et j'ai pris un coup de tisonnier, parce qu'elle était en train de touiller la marmite, elle faisait des spaghettis, enfin... Et je m'en souviendrai toute ma vie, mais je explique bien pourquoi ma mère était prise dans une sorte de peur comme ça, panique. Mais finalement, son expérience s'est relevée un succès au-delà même de ses espérances, puisque à sa mort, on est restés... Vous êtes tous très soudés. Très soudés, évidemment.
Qui va être panthéonisé pour vous? C'est l'artiste, c'est la résistante, c'est l'humaniste, c'est quelle Joséphine Baker? Personne mieux que vous pourrait peut-être le dire Je pense aujourd'hui. qu'elle est indivisible. L'un est consubstantiel de l'autre. Joséphine Baker, c'est une conscience qui évolue au fur et à mesure des événements du XXe siècle. Tout simplement, elle arrive à 19 ans. C'est pour ça qu'il ne faut pas l'accabler. J'ai vu en arrivant chez vous des petits articles en essayant de l'enfermer un peu dans une sorte de féminisme qu'elle n'aurait pas épousé à ce moment-là et qu'elle n'aurait pas dénoncé le colonialisme en blanc. Évidemment que la France était coloniale. C'était une jeune fille de 18 ans, 19 ans. C'était une star, une starlette. Elle s'éblouissait dans les années folles. Elle venait de quitter New York. Et lorsqu'on dit, en quittant New York, c'est lorsque j'ai vu la Statue de la Liberté disparaître, que ma peur a disparu. Est-ce qu'on peut imaginer dire ça? Alors que les immigrants, lorsqu'ils arrivaient à New York, ils disaient, voilà, on va trouver le bonheur sur cette terre. Donc, il faut se mettre aussi dans cette conscience-là. Et c'est la guerre qui va tout changer, qui va la conscientiser au-delà de tout. Et à la fin de la guerre, elle ne sera plus jamais la même femme. Merci beaucoup. Aujourd'hui, elle rentre dans la grande histoire de France au Panthéon. Merci d'avoir été avec nous, Jean-Claude Bouillon-Baker. Je rappelle le nom de votre ouvrage, Un château sur la Lune, qui est exceptionnellement réédité. Il y a vos souvenirs d'enfance et il y a le portrait de cette femme hors du commun qui rentre, et première femme noire qui rentre au Panthéon. Merci. Pas le seul noir, mais beaucoup. La première femme, effectivement. Voilà. Noire. Merci beaucoup. Merci à vous. La météo et on continue avec une nouvelle édition.